Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Une nouvelle fois, je suis en compagnie de Geneviève. Ça va? Bonjour. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu? Très bien. Où allons-nous? Aujourd'hui, on va à la caserne de pompiers rencontrer un pompier qui va nous expliquer comment ça se passe. Excellent. Restez connectés et on espère qu'on ne va pas créer des incendies. Hein? Geneviève, ça va? Oh, on est en feu ce matin. Ok. Restez connectés. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici. Alors aujourd'hui, je suis présentement dans la caserne des pompiers, dans l'arrondissement Les Rivières. Je suis en compagnie de Samuel Maltais et de Geneviève Savard. Dans un moment, je vais les laisser. On va faire comme une sorte de découverte ensemble afin que vous puissiez savoir quel est le métier des pompiers au Québec et surtout comment est-ce qu'ils peuvent intervenir au quotidien dans votre vie sans pour autant que vous ne soyez alarmés. Je vous laisse en présence de nos deux invités. Merci. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, on est en compagnie de Samuel Maltais, pompier, et moi, c'est Geneviève Savard, consultante en immigration. On s'est déjà vu ici sur la chaîne Immigration et entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, première question pour vous, Samuel. Je suis curieuse de savoir comment on devient pompier. C'est quoi les études qu'on doit faire pour pouvoir devenir pompier? Donc, pour devenir pompier, c'est assez simple. En fait, c'est en premier lieu, il faut le DEP ou le diplôme d'études professionnelles en pompier. Par la suite, le DEC, diplôme d'études collégiales en sécurité incendie. Donc, tout ça, ça permet de pratiquer le métier de pompier, d'où viennent plusieurs spécialités. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on n'a pas juste l'extinction qu'on peut faire, mais je peux vous démontrer un petit peu les spécialités différentes. Donc, on a bien sûr l'extinction qui peut être faite par les pompiers, mais on a aussi l'intervention au niveau des accidents de la route, au niveau du sauvetage nautique. Par la suite aussi, on a le sauvetage en hauteur ou des milieux périlleux. On peut penser aussi aux chutes Montmorency qui ne sont pas très loin. C'est une paroi très abrupte que là, on peut venir en aide aux gens qui sont pris là. Sinon aussi les matières dangereuses. D'ailleurs, ici, la caserne, c'est une spécialité en matières dangereuses. Donc, les études d'école professionnelle permettent de pratiquer toutes ces professions, bien, ces spécialités différentes, toutes dans la profession du pompier. Par la suite aussi, on a la prévention incendie. Donc moi, je suis inspecteur à la prévention incendie. Ça prend soit l'AEC, donc l'attestation en études collégiales. Ce que ça nous permet de faire, c'est justement d'appliquer la réglementation de la prévention d'incendie de la Ville de Québec, qui est faire des inspections de bâtiments, répondre aux requêtes, aux plaintes citoyennes et toutes sortes de questionnements qui peuvent varier autant de savoir quelle durée de vie à l'avertisseur de fumée, autant que des situations dangereuses signalées par des citoyens. Par la suite aussi, on a d'autres volets comme étant l'éducation du public, par exemple des kiosques pendant des événements. On est aussi dans les écoles de deuxième année, dans les garderies aussi, et même les camps de jour pour les enfants. Donc, on a plusieurs facettes d'éducation du public. Également, on fait les pratiques d'évacuation pour les résidences de personnes âgées. On fait aussi la réglementation au niveau des feux de joie, des feux de foyer extérieur, des feux d'artifice aussi pendant des événements, justement pendant les spectacles. Nous devons faire l'inspection de toute la pyrotechnie qui se passe. Donc ça, c'est réglementé. C'est nous, à la prévention incendie, qui s'occupe de ça. Ça fait un petit peu un topo là, de tout ce qu'on peut faire autant au combat incendie que la prévention incendie et ce que ça doit prendre pour pratiquer le métier.
Là, admettons qu'on a un nouvel arrivant qui se dit « Wow, ça a l'air vraiment super d'être pompier. Moi, j'ai le goût de faire ça. J'ai le goût de vivre ce métier-là qui a l'air plein d'aventures. » Est-ce que, outre les études, est-ce qu'il y a d'autres critères qui s'ajoutent à ça Oui. pour devenir pompier? Je sais Oui. pas, des normes physiques, de conditionnement Bien, physique? c'est sûr, au niveau pompier au combat, il faut être en très bonne forme physique. Mais spécifiquement, il faut aussi des permis de conduire spécifiques. Donc, pour le combat incendie, il faut les permis de conduire classe 4A qui permet de conduire un véhicule d'urgence et de classe 3F qui permet de conduire un véhicule lourd. Donc, c'est important, ça, c'est des prérequis avant même de donner votre curriculum vitae à la Ville de Québec. Vous devez au moins avoir ces deux-là. Au niveau de la prévention incendie, nous devons avoir le permis de conduire classe 4A qui nous permet de conduire des véhicules d'urgence, étant donné que nous avons justement un camion de pompier en démonstration quand on fait de l'éducation du public. Il faut ce permis-là pour circuler sur nos routes. Donc, ça couvre les exigences autres que ce qu'on trouve au ministère de l'Éducation. Si je suis un nouvel arrivant, puis que je viens de m'installer dans mon appartement, puis que je constate que, par exemple, que ce soit chez moi ou chez un voisin, il y a de la boucane, ça sent le feu. J'ai des craintes là, qu'il y a un début d'incendie. C'est quoi la bonne attitude à adopter face à ça? OK. Parfait. En premier lieu, c'est de rester calme. Ça, c'est super important. Si on tombe en panique, on perd nos moyens puis on se met en danger. Donc, c'est de rester calme. On se dirige vers la sortie la plus près. Souvent, ce qu'on va voir dans un bâtiment, dans un immeuble, c'est les panneaux sortis qu'on peut retrouver comme ça ici, ou en bon français, en québécois, c'est le running man en anglais. C'est les panneaux qu'on va retrouver dans le bâtiment. On vient suivre ces panneaux-là. Ça va nous indiquer les sorties. Donc, on prend la sortie la plus proche. Puis, c'est super important, si on est dans un immeuble à plusieurs étages, de toujours prendre les escaliers et ne jamais prendre l'ascenseur. Ça, c'est très, très important. Les raisons sont simples. Pendant un incendie, il peut y avoir une panne de courant. Si on est dans l'ascenseur pendant la panne, on est trappé là. Par la suite, la cage d'escalier demeure l'endroit le plus sécuritaire dans un bâtiment. Donc, même si on a une mobilité réduite, on a la difficulté à descendre par des escaliers, rendez-vous à la cage d'escalier, descendez tranquillement. Si vous n'êtes pas capable de descendre, restez sur le palier. Les pompiers, ils passent par les escaliers de toute façon pour aller à l'incendie. Ils vont vous croiser et ils vont vous aider à évacuer le bâtiment au besoin. Par la suite, ça va être important aussi s'il y a un système d'alarme incendie dans le bâtiment. En sortant, vous déclenchez le déclencheur manuel. Ceci permet de faire partir le système d'alarme incendie. Ça, à quoi ça sert? Ça sert à avertir tous les occupants dans le bâtiment qu'il y a un début d'incendie. Ça se peut, par exemple, que votre bâtiment n'ait pas de système d'alarme incendie. Dans ce cas-ci, on recommande, toutefois, sans vous mettre en danger, bien sûr, d'aller avertir les autres occupants en frappant à leur porte pour les avertir qu'il y a le feu. Une fois à l'extérieur, c'est important de composer le numéro de téléphone pour appeler les pompiers. Donc, c'est le 911, d'accord? Ça, c'est super important, on voit ici. Donc, il faut appeler le 911. Ça permet de notifier les pompiers. Parce que même s'il y a un système d'alarme incendie, ça ne veut pas dire que ça appelle nécessairement les pompiers automatiquement. Donc, on sort, on appelle le 911, puis après ça, on s'éloigne du bâtiment pour être dans un lieu en sécurité et pour laisser les pompiers travailler. Donc, ça résume en général qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a un début d'incendie. Je peux vous donner aussi un petit truc concret. Si, par exemple, on voit ça régulièrement, les feux de cuisson. S'il y a un début de feu de cuisson chez vous, par exemple, dans votre chaudron, OK? Vous faites frire un petit peu votre nourriture, vous avez de l'huile, le feu prend. C'est important, on ne met jamais de l'eau, OK? Jamais de l'eau dans un chaudron. Ce qu'on va
demandé de faire, si possible, enfiler des mitaines de four pour vous protéger. Vous prenez le couvercle. Vous venez glisser le couvercle tout simplement sur le chaudron. Ça vient couper l'oxygène et puis ça vient étouffer le début de feu. Après ça, on est capable de le déplacer et fermer le rond. C'est sûr toutefois si seulement c'est un petit incendie. Si c'est vraiment trop gros, mettez-vous pas en danger, sortez du bâtiment. Je vois l'extincteur. Ça peut être aussi une autre option. Au lieu de mettre le couvercle, on peut utiliser un extincteur. Toutefois, il faut savoir l'utiliser. Donc, rapidement, je peux vous indiquer comment on utilise un extincteur. En premier lieu, ici, ça c'est la poignée. En dessous, c'est vraiment juste pour le transporter. Quand on arrive, qu'on a besoin, on tire ici sur la goupille. On tire fort, ça va faire en sorte qu'on peut actionner la poignée pour faire sortir le produit. C'est une poudre qu'il y a là-dedans. Ce qu'on fait, c'est qu'on arrose la poudre vers la base du feu en balayant. Encore, toutefois, ça c'est fait pour des petits incendies, des débuts d'incendie. Si vous voyez que vous mettez votre vie à risque, votre sécurité à risque, prenez même pas la chance, encore là, je vous le dis, de sortir, déclencher le déclencheur manuel, avertissez tout le monde dans le bloc, puis vous serez en mesure d'être en sécurité et que tout le monde soit en sécurité. Une fois, j'ai mis le feu accidentellement dans le four. J'avais caché ma vaisselle sale avec mes plats de plastique dans le four et j'ai parti le four en oubliant que ça, c'était là. Ça a pris en feu. Et là, j'ai comme un petit peu stressé quand j'ai vu ça. Fait que j'ai sorti mon extincteur. Geneviève se prend pour un pompier. Fait que ensuite, j'ai ramassé mon chien, je suis sortie dehors, j'ai appelé les pompiers, venez-vous-en, venez-vous-en. Mais finalement, j'avais déjà tout fait le travail. Est-ce que quand on fait des bêtises comme ça, est-ce qu'on risque d'avoir des amendes ou de se faire réprimander ou de se faire chicaner parce qu'on a fait une bêtise? Justement, on encourage d'appeler les pompiers. Des fois, ça peut être qu'ils se déplacent pour rien, mais c'est mieux qu'ils se déplacent pour rien qu'ils ne se déplacent pas puis que le feu prend l'ampleur. Comme on disait tantôt avec le feu de chaudron, s'il y a eu des dommages au niveau du mur, dans la hotte, on ne sait pas si le feu peut continuer à couver dans les murs. Mais là, avec les yeux, on n'est pas capable de voir. Donc, c'est important d'appeler les pompiers. Eux autres, avec leur technologie, comme la caméra thermique, ils sont capables de vérifier. S'il y a des amendes en lien avec ça, aucun frais, aucune amende. C'est vraiment un service de la ville qu'on offre aux citoyens pour assurer la sécurité des citoyens. Donc, c'est autant ça pour les pompiers, pour les policiers et pour les ambulanciers. Donc, les trois services d'urgence, on est là pour vous aider. Il n'y a pas de réprimande, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de rien de ça. Par contre, le 911, c'est une ligne d'urgence. Donc, on ne l'utilise pas pour faire des blagues. C'est pas quelque chose qu'on va juste appeler pour jaser. C'est vraiment pour les urgences seulement. Et c'est important aussi, même parler à vos enfants à propos du 911. Invitez-leur à connaître comment ça fonctionne, donner les informations. Donc, c'est sûr qu'une information qu'on doit donner quand on appelle 911, c'est l'adresse d'où est-ce que vous êtes. Donc, ça, c'est très important. Vous donnez l'adresse et vous donnez les détails de la situation. Donc, est-ce que c'était un feu de chaudron? Est-ce que c'était un feu dans une poubelle? Etc. Quel étage? Quel logement dans le bâtiment? Toutes ces informations-là sont super importantes pour donner aux pompiers pendant qu'ils sont sur la route, puis qu'ils mettent déjà un plan d'action, même avant d'arriver sur place. Donc, oui, le 911, très important d'appeler, très important de se dire, on va les appeler, ils vont se déplacer. Même si on a fini l'intervention, c'est pas grave, on les appelle pareil. Au pire, ils se déplacent pour rien, ils auraient juste pris un petit peu d'air et se dégourdir un petit peu. Là.
Donc, non, il n'y a vraiment pas d'amende. Il ne faut pas avoir peur des pompiers. Donc, c'est ça. Puis là, admettons que j'aime beaucoup mes amis les pompiers, mais que dans le fond, j'aimerais ça être capable de me faire des bonnes frites de plantain sans avoir à les appeler. Est-ce que vous avez des suggestions de comment je peux m'y prendre pour faire de la friture sans que... pour toujours me garder en sécurité? Bien, ça, c'est un grand jeu qu'on a justement dans tous les incendies qu'on a à la Ville de Québec, c'est les feux de cuisson. Ça représente justement en tout 17,9 % de tous les incendies à la Ville de Québec, ce sont des feux de cuisson en 2024. Donc, pour venir pallier à ça, ce qu'on veut donner comme information, c'est au lieu de prendre un chaudron ou un poêlon et le remplir d'huile pour faire la friteuse, ce qu'on veut faire, c'est prendre justement une friteuse. OK? Ça ici, c'est un appareil qui est contrôlé, qui est homologué. Homologué, ça veut dire que ça a été certifié, ça a été inspecté, ça a été réglementé pour justement garder la température de l'huile à la bonne température. Et si jamais ça chauffe trop, ça peut même fermer, couper le courant avant même que la température de l'huile atteigne une température d'inflammabilité. Donc, avant que ça prend feu. Alors, ça ici, cet appareil-là, on a à peu près presque 0 feu en lien avec l'appareil. Par contre, 17,9 % des feux sur tout le territoire du Québec sont en lien avec les feux de cuisson. Donc, on peut en éviter énormément en utilisant ici là, une friteuse. Ça s'achète dans n'importe quel grand département de grande surface, des quincailleries même, il y en a aussi. Puis, avez-vous d'autres conseils à nous donner pour les gens qui viennent d'arriver? Là, il y a des... pour les immigrants, des fois, il y a des choses qui sont un petit peu plus... comment dirais-je, susceptibles d'arriver. Là, je pense entre autres à des voisins qui ont accidentellement parti un feu parce que, bon, ils n'avaient pas saisi que s'ils collaient un meuble sur le calorifère, bien, ça risquait de prendre en feu. Ouais. Fait que, avez-vous d'autres suggestions Bien comme sûr. ça là, que vous pouvez nous faire? Bien sûr. Donc, d'autres exemples de sécurité, justement, on va parler des plaintes électriques. Donc, ici, vous pouvez voir que le rideau commençait justement à carboniser dû à être trop proche d'une plainte électrique. Donc ça, c'est super important de garder un minimum de 15 cm ou de 6 pouces de dégagement en avant et en haut de la plainte électrique, de tout meuble, rideau, divan, table, n'importe quoi, vous gardez toujours cette distance-là. Donc, je répète, la distance, c'est un 15 cm ou un 6 pouces. Par la suite, au niveau électrique ici, c'est très important de ne pas surcharger un circuit électrique. Ce qui peut arriver, justement, j'ai un exemple ici d'un appareil qui a été surchargé. Donc, d'après moi, on est venu brancher plusieurs appareils qui prennent beaucoup d'électricité, comme un grille-pain, bouilloire, micro-ondes. On peut voir ici à l'endos aussi, ça chauffait énormément. Donc, c'est important de ne pas surcharger un réseau électrique. Et bien sûr, si on a besoin d'une rallonge électrique, ça peut arriver. Par contre, une rallonge, ça doit être utilisé sur une base temporaire. On ne peut pas utiliser une rallonge électrique en permanence. De plus, c'est important d'utiliser une rallonge électrique de qualité. On n'y va pas juste au dépanneur acheter la moins chère ou du petit magasin comme on connaît bien ici, le Dollarama. Et il ne faut pas utiliser ces petits fils-là, surtout sur des appareils qui prennent beaucoup d'électricité. Ce qui peut être utilisé comme pour brancher, par exemple, derrière l'ordinateur, qu'on a l'ordinateur, l'imprimante, l'écran, on a besoin de plusieurs prises. C'est une multiprise qu'on peut utiliser. Ça ici, ce qui est particulier, c'est qu'il y a un disjoncteur sur la multiprise. Donc, si jamais il y a une surcharge d'électricité, le disjoncteur va débarquer et couper le courant.
Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire que les disjoncteurs dans votre panneau électrique. Donc ça, c'est vraiment préconisé pour tout ce qu'on vient brancher en permanence. Sinon aussi, c'est important, tout ce qui est de fils de chargement, comme les fils pour les tablettes, les cellulaires, tout ça, il faut les garder en bon état. Si on voit que notre fil commence à briser, comme ça ici, c'est important de le changer parce que ça ici, ça peut mettre le feu. Il y a déjà eu des débuts d'incendie parce que quand le fil est endommagé, ça crée une résistance. Avec la résistance, ça crée de la chaleur. Donc, avec cette chaleur-là, si on a notre cellulaire de brancher, ça tombe entre les coussins du divan, vous le mettez sur votre lit et les couvertures tombent par-dessus le cellulaire, ça va chauffer et ça peut créer l'incendie. Même chose avec des appareils déjà endommagés. Alors, vous voyez ici, ça a déjà été chauffé, brûlé au port de chargement. Donc, c'est très important d'utiliser des appareils qui ne sont pas brisés. Dès qu'ils sont brisés, on les change par risque d'incendie. Alors, ça résume en général les risques qu'on peut retrouver à la maison et les moyens d'éviter justement les débuts d'incendie. Oui. Supposons que je suis chez moi et que j'entends un pip, pip, pip. Ça pourrait être quoi? Qu'est-ce qui peut faire ce genre de bruit-là? Je fais quoi avec mon... Si je me rends compte que j'ai un détecteur qui crie, comment ça fonctionne? Bon, on va parler justement, c'est l'avertisseur de fumée. OK? Donc, l'avertisseur de fumée, on retrouve ça dans nos logements. Si, comme on dit, ça commence à faire un petit bip, peut-être aux 2 minutes, ça, habituellement, ça veut dire que la batterie est faible. Donc, c'est de changer la batterie. Comme on dit habituellement, c'est important de changer la batterie au changement d'heure. Donc, 2 fois par année, on vient changer la petite batterie carrée qu'on retrouve dans l'appareil. Donc, on vient juste le décrocher et on vient changer la batterie. Par contre, il y a d'autres modèles, comme celui-ci, qu'il y a une batterie au lithium qui dure 10 ans. Donc, la batterie est intégrée, on ne peut pas la changer. C'est vraiment facilitant de ce côté-là parce qu'on vient juste l'installer. On peut tout simplement faire des essais, peut-être une fois par mois environ. On vient simplement appuyer sur le bouton, on appuie, on maintient, on le fait crier, puis c'est la façon de faire l'essai pour s'assurer qu'il fonctionne. Ça ici, on dirait c'est vraiment l'appareil le plus important dans votre maison ou dans votre logement. C'est l'appareil qui peut sauver vos vies. Okay? L'avertisseur de fumée, ça sert à détecter la fumée, surtout quand vous dormez. Donc, quand vous êtes endormi, il se passe de quoi, il y a un fil qui brûle, peu importe, vous ne le saurez jamais. Et le sens de l'odorat pendant qu'on dort n'est seulement efficace à 10 %. Donc, on ne peut pas dire qu'on va sentir la fumée. Alors, ça ici, c'est l'appareil qui va vous sauver la vie. C'est important de savoir, c'est à changer aux 10 ans. Donc, fonctionnel ou pas fonctionnel, on change ça aux 10 ans. Habituellement aussi, plus qu'il devient vieux, plus qu'il devient sensible. Okay? Donc, c'est un petit peu une bonne façon de savoir s'il commence à être vieux. La bonne façon de voir sa date de fabrication, ça va être à l'endo pour vérifier. Si vous êtes locataire, c'est important de justement savoir s'il a plus de 10 ans et de l'entretenir. Donc, on vient changer les batteries, on ne le peinture pas, tout simplement parce qu'avec la peinture, ça peut venir bloquer les trous et la fumée ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et la responsabilité du propriétaire est de le changer quand il n'est plus fonctionnel ou quand il est dépassé les 10 ans. Par la suite, les endroits qu'on vient installer les avertisseurs de fumée, c'est assez simple. C'est un par étage. On est ici. Donc, un par étage. On ne le veut pas dans la cuisine parce que ça va causer trop de fausses alarmes. Dès qu'on fait rôtir des rôtis ou faire cuire à souper, un petit peu de fumée, ça peut le faire partir. Donc, c'est sûr, avec les fausses alarmes, ça nous tanne, ça nous crie dans les oreilles, on a tendance à le décrocher et le mettre ailleurs. Là, on n'est plus en sécurité. Donc, on veut que ça soit entre
le danger et ce qu'on veut protéger. Le danger, habituellement, dans une maison, c'est la cuisine. Ce qu'on veut protéger, ce sont les chambres à coucher. Donc, habituellement, on veut dans le corridor, près des chambres à coucher, où est-ce qu'on va l'entendre lorsqu'on dort. Donc, ça, c'est vraiment l'appareil le plus important qu'on peut retrouver dans une maison, c'est l'avertisseur de fumée. Samuel, si moi j'habite dans un bloc, mettons dans un immeuble à logement, puis que mes voisins, des fois, ils accrochent le détecteur de fumée, puis je sais que ça passe souvent. Puis je sais que c'est des fausses alarmes souvent. Tu me conseilles-tu de sortir pareil ou bien je prends une chance puis j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Bien, on va parler, mettons, du système d'alarme incendie dans un bâtiment. Quand ça se déclenche, puis ça peut arriver, il y en a des bâtiments que ça déclenche régulièrement, il ne faut pas prendre de chance. Même si on sort la tête, on regarde dans le corridor, gauche-droite, on voit rien, on ne sent pas de fumée, ça ne veut pas dire que c'est pas à l'étage d'en dessous. Ça ne veut pas dire que c'est pas dans le logement à côté. Donc, vous ne prenez pas de chance. Si ça sonne, vous sortez. Donc, une fois à l'extérieur, encore, vous appelez au 911. C'est gratuit. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment, on ne prend pas de chance, on ne met pas notre sécurité en jeu et on sort à l'extérieur. Bien, super! Fait que j'en profite pour vous remercier, M. Maltais, pour avoir pris la peine de nous informer, nous et nos auditeurs. Ça fait plaisir. C'est très apprécié. Sur ce, bien, on vous remercie, on vous dit bonjour à tous. On vous retrouve dans une prochaine vidéo sous peu. À bientôt! Merci.